Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ce 7 mai se tient la 25e édition de la Journée mondiale de l'asthme. L'asthme qui touche près de 400 millions de personnes dans le monde. Au Maroc, on estime le chiffre à près de 3 millions d'asthmatiques. Cette journée est donc l'occasion de revenir sur cette maladie chronique, ses symptômes, son dépistage ainsi que les moyens de prévention. Et avec nous, justement pour en parler, le professeur Amin El-Hassani. Bonsoir, vous êtes professeur de pédiatrie et de pneumoallergologie pédiatrique. Vous êtes également directeur du diplôme national de pneumoallergologie pédiatrique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, avant de parler de cette... plaisir. Merci, un plaisir partagé. Avant de parler de cette journée mondiale de l'asthme, expliquez aux téléspectateurs ce que c'est que cette maladie de l'asthme. L'asthme est une maladie qui trouve ses origines déjà dans l'Antiquité. On l'appelait l'épilepsie du poumon. C'est des choses qu'on croyait qui arrivaient de façon, sous forme de crise de temps en temps. Or, l'asthme, dans son concept actuel, est une maladie chronique. C'est une inflammation des bronches qui est chronique. C'est en fait des bronches qui sont prédisposées à se fermer et à s'enflammer lorsqu'elles sont agressées par quelques facteurs de leur environnement. Cette inflammation va aboutir donc à des signes cliniques qui sont en général de l'extrême gêne respiratoire avec sifflement que tout le monde connaît, à une toux chronique, à un essoufflement lorsqu'on fait un effort. Donc différentes formes de l'asthme existent. Ces formes peuvent être différentes, bien sûr, entre l'adulte et l'enfant. Et l'asthme commence, bien sûr, très tôt. C'est une maladie, comme vous avez dit, très fréquente. Effectivement, on estime à 400 millions le nombre de personnes touchées d'asthme dans le monde et à peu près à 400 millions de décès liés à une exacerbation d'asthme, à une crise d'asthme dans le monde entier. D'accord. Les chiffres marocains sont très peu connus malheureusement, mais bon, on estime que la prévalence dans les années 80 était de 4. Elle est passée à entre 6 et 10 dans les années 90 et on estime actuellement un dernier travail qui a été du moins fait chez l'enfant à pratiquement 15% de la population, du moins pédiatrique, comme étant atteinte de maladies asthmatiques. Des chiffres donc, on va dire, en hausse, que ce soit au Maroc et dans le monde, n'est-ce pas ? Effectivement, effectivement. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs formes d'asthme. Pouvez-vous nous expliquer ces formes ? Alors, c'est des formes qui sont en fonction d'abord de l'âge, en fonction du facteur déclenchant, en fonction de la cause interne qui prédispose la personne à faire de l'asthme. Alors, les différentes formes qu'on pourrait évoquer ici, c'est des asthmes qui font des crises avec sifflement, mais il y a des formes, il y a des enfants ou même des adultes qui sont juste de simples tousseurs à l'effort. Donc, c'est des degrés de gravité qui sont très différents. On peut aussi concevoir l'asthme de différentes formes d'asthme dans la mesure par le facteur déclenchant, et là, on atterrit directement sur la notion que l'asthme est une maladie à prédisposition génétique. On est prédisposé génétiquement à fermer ses bronches. On ferme ses bronches pourquoi ? Lorsque ces bronches sont agressées. Il y a 4 grands facteurs qui agressent les bronches. D'une part, les infections. C'est pour ça qu'on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui font leur exacerbation pendant l'hiver à cause d'infections virales. On a le deuxième facteur, c'est l'allergie. C'est l'un des facteurs, l'allergie est l'un des facteurs qui peut donner des symptômes d'asthme. Donc, on est allergique à quelque chose, par exemple au pollen, donc on va siffler et tousser en hiver. Troisième facteur, c'est tout ce qui est toxique, c'est par exemple le tabac, le fumée d'industrie, la pollution atmosphérique, les émanations de gaz des voitures par exemple. Tous ces facteurs chimiques toxiques peuvent être nuisibles et déclencher donc des exacerbations d'asthme. Et enfin l'effort. Quand on fait un effort, et j'espère qu'on reviendra là-dessus à la fin parce qu'on n'interdit pas l'effort quand on va y revenir. On peut revenir, mais ça peut déclencher. Donc nous avons des asthmes qui peuvent être dus à l'un de ces 4 facteurs, soit à tous les 4, et donc on peut distinguer des formes d'asthme différentes en fonction de l'agent qui va entraîner l'exacerbation, ou bien en fonction de l'âge, ou bien en fonction du type de symptômes. Il y a des gens qui vont siffler, vous m'excusez, le sifflement c'est ça. On peut l'entendre, et parfois c'est uniquement des tousseurs chroniques qui sont asthmatiques.
Très bien, on va en parler avec plus de détails tout à l'heure, mais avant tout, on est à la 25e édition donc, de cette journée mondiale de l'asthme. Pourquoi cette journée, la célébration de cette journée est aujourd'hui importante? Je pense que célébrer l'asthme n'est pas juste une journée, il faut le célébrer tous les jours parce que c'est quand même la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant d'une part. Et que l'asthme commence à l'enfance et se poursuit chez l'adulte. Ceci dit, il y a l'adulte qui peut développer son asthme. Ça se déclenche à quel âge à peu près? Ça peut commencer très tôt dans la vie, effectivement, parce qu'il y a une prédisposition génétique. Donc, on célèbre l'asthme juste pour faire rappeler aux gens certaines lignes de conduite fondamentales. Tout d'abord, que l'asthme, c'est très fréquent. Que l'asthme est une maladie, pour la plupart des médecins, une maladie bénigne. Mais lorsqu'elle n'est pas bien suivie, elle peut devenir dangereuse et donc les cas de décès. Mais dans les cas où elle est bien prise en charge, diagnostiquée à temps, elle est de bonne évolution. La journée de l'asthme, c'est pour insister sur un levier fondamental de la prise en charge. La prise en charge de l'asthme ne se limite pas à donner des médicaments et à donner des conseils pour comment les utiliser et comment avoir son environnement intérieur de la maison. L'asthme, c'est de l'éducation. Le levier éducation est fondamental dans la prise en charge de l'asthme. Je ne vais pas vous prescrire des médicaments si je ne vous apprends pas, je ne vous explique pas comment les utiliser, pourquoi les utiliser, quand est-ce que les utiliser et quand est-ce que l'arrêter. Donc, ce levier qu'on appelle l'éducation ne peut avoir comme support qu'une journée au cours de laquelle on pourra communiquer sur la maladie asthmatique et c'est pour ça que je suis avec vous. Merci beaucoup. Une journée justement pour sensibiliser un petit peu le grand public par rapport à cette maladie que vous avez dit qui est chronique et qui touche bien plus de monde qu'on pourrait le croire. Malheureusement, des personnes qui ne sont pas justement, comme vous l'avez dit, traitées. Et là, on peut arriver à des situations qui sont graves et un asthme, en tout cas, qui est sévère. Donc, vous avez parlé de diagnostic. Et justement, comment peut-on diagnostiquer cette maladie aujourd'hui? Quels sont les symptômes qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparentes? Il faut attendre qu'il y ait symptômes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire par prévention? Comment il faut agir pour être un patient averti, on va dire? L'asthme, malheureusement, c'est l'une des rares maladies où il n'y a pas de diagnostic de certitude, pas dire par des techniques d'exploration ou d'examen complémentaires ou d'analyse. L'asthme a une définition clinique, c'est-à-dire c'est l'impression, c'est l'examen, c'est les symptômes que présente le patient qui nous orientent vers l'asthme. La prise de sang, les radios, les analyses, en fait, même les tests cutanés, tout ceci ne sont pas des critères pour faire le diagnostic, on va dire, pour nous, positif de l'asthme. Donc il faut surveiller les symptômes. C'est les symptômes avant tout. Par contre, ces examens peuvent nous aider dans la prise en charge. C'est-à-dire que quand en faisant une radio du poumon chez un asthmatique, c'est pour éliminer une autre maladie qui causerait les mêmes symptômes que l'asthme. Par exemple, je citerai une mucoviscidose, je citerai par exemple une hémocidérose, je citerai une maladie cardiaque, une tuberculose, qui peuvent parfois donner les mêmes symptômes que l'asthme. Donc en fait, les examens sont faits pour éliminer d'autres maladies. Lorsqu'on fait des tests d'allergie ou des prises de sang pour voir l'allergie ne veut pas dire asthme. L'allergie est un élément déclencheur des exacerbations chez une personne qui est asthmatique. D'accord? C'est un terme qui passe bien chez la population parce que ça ne leur fait pas peur. L'asthme, ça leur fait peur, effectivement. Donc, on peut dire que cette personne-là a de l'allergie et elle est allergique à ceci et à cela. Ça va nous aider juste à faire de l'éviction pour qu'il fasse moins de crises, mais pas pour le diagnostic. L'un des examens qui, au fait, est très utile dans l'asthme, c'est la mesure du souffle respiratoire. En fait, on souffle dans un ordinateur et on calcule, on va dire comme ça pour être simple devant l'audience, le calibre des branches. D'accord. Cette taille des branches qui va me permettre, est-ce que les branches sont fermées, est-ce qu'elles sont dilatées, est-ce qu'elles sont normales. Cet examen, lorsqu'on fait des techniques, on peut éventuellement être un bon outil de diagnostic de l'asthme. Et encore plus, et surtout, c'est un outil qui va nous permettre de voir comment le poumon évolue sous traitement. Il est très utile chez les enfants dans la mesure où, comme je le dis toujours, un enfant s'agrandit et son poumon grandit. Et en grandissant et en faisant beaucoup de crises ou d'exacerbations d'asthme, il va garder des séquelles. Et ces séquelles vont empêcher une bonne croissance du poumon. Il va se retrouver avec un adulte
qui est insuffisant respiratoire, qui montera un étage et s'essoufflera, marchera 100 mètres et s'essoufflera. Chose qu'on peut parfaitement éviter. Et lorsqu'on instaure un traitement de fond chez un asthmatique, on peut suivre l'évolution de ses capacités respiratoires par un examen d'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc ça c'est les grands moyens de diagnostic qui se font en asthmologie, on veut dire. Donc le diagnostic sur les données cliniques, les examens complémentaires, c'est pour éliminer un faux diagnostic, pour aider les conseils d'allergie, qu'est-ce qu'on doit éviter, et les explorations pour pouvoir suivre est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Mais il n'y a pas d'examen complémentaire qui va me dire c'est un asthme. Ce n'est pas comme le diabète. Tu sors une glycémie qui est élevée et on a un diabète. Non, l'asthme, c'est des symptômes cliniques chroniques. Sifflement, étouffement, gêne à l'effort et la toux. C'est les principaux symptômes en général. Très bien. Et donc vous parliez tout à l'heure des personnes qui ont des allergies. Oui. Est-ce que ces personnes sont plus assujetties que d'autres à développer un asthme si elles ne sont pas bien suivies par rapport à ces allergies-là, par exemple? Oui. Alors, l'allergie, ce n'est pas qu'ils sont plus assujettis, ils sont beaucoup plus dans la durabilité. C'est-à-dire qu'il y a, du moins chez l'enfant, nous avons des enfants qui font un asthme, et cet asthme est, on va dire, viro-induit. Je vous ai dit qu'il y avait 4 facteurs, les infections, les allergies, les toxiques et l'effort. Lorsque on est allergique, l'allergie va faire que ça va durer dans le temps. C'est des gens qui vont rester longtemps asthmatiques. Les symptômes vont se pérenniser dans le futur. Par exemple, chez les petits-enfants qui font un asthme essentiellement dû aux infections virales, ils peuvent tourner la page à un certain moment de leur vie et on n'entendra plus parler de leur asthme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus asthmatiques, ça veut dire que leur poumon a suffisamment bien grandi, qu'il supporte son environnement et qu'il a développé un système immunitaire qui le prémunit contre les virus, il ne fera plus de crise. Et c'est là on a l'impression de dire il avait de l'asthme, il a guéri. En fait, non. Il avait de l'asthme viro-induit qui, avec le temps, il va supporter son environnement. L'allergique, non. L'allergique, il sera dans le temps. C'est-à-dire les personnes qui ont une allergie, quand on le fait chez les enfants, on essaie d'expliquer aux parents que ça durera beaucoup plus longtemps qu'un autre enfant qui n'a pas d'allergie. Donc voilà un petit peu l'impact de l'allergie comme facteur déclenchant et comme facteur pérennisant de l'asthme. Pour un enfant, on va dire, puisqu'on parle de diagnostic, on va dire précoce, pour un enfant qui a aujourd'hui une allergie mais qui n'a pas d'asthme, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour éviter justement d'arriver à ce stade de contracter l'asthme? Et justement, puisqu'on en parle, quelles sont les mesures de prévention aujourd'hui qui peuvent être mises en place? Je pense qu'il n'y a pas de prévention primaire. La prévention primaire, ça veut dire c'est qu'est-ce que je vais faire pour éviter une maladie. La prévention secondaire, c'est lorsque j'ai une maladie, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle ne se complique pas, pour qu'elle ne s'aggrave pas. Je pense qu'en asthmologie, c'est beaucoup plus la prévention secondaire. Mais on peut, dans les maladies respiratoires de façon globale, inclure l'asthme dans la prévention primaire. C'est vivre dans un environnement parfait, c'est-à-dire le tabac. On sait que le tabac dans une maison, ça va entraîner des conséquences. Si l'enfant est prédisposé à faire de l'asthme, donc il va l'aggraver. S'il n'est pas prédisposé à faire de l'asthme, il va détériorer ses bronches et avoir d'autres maladies. Donc, du coup, certaines mesures de prévention sont communes à toutes les maladies respiratoires. C'est le fait de vivre dans un environnement sain. Pas de toxicité, c'est-à-dire tabagique. On évite les infections respiratoires, ça veut dire que c'est comme on faisait dans le temps la prévention contre les infections virales. Donc, on évite d'attraper froid, on évite de contaminer. On peut se faire vacciner pour des maladies qui ont des vaccins pour éviter les infections. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire, lorsqu'on est asthmatique, c'est toujours la prévention primaire, mais à laquelle se rajoutera l'éviction de certains allergènes. Lorsque je sais que je suis allergique, par exemple, au poil de chat, il ne faut pas que j'ai de chat à la maison. Lorsque je suis allergique au poil de chien, il ne faut pas que j'ai de chien à la maison. Lorsque je suis allergique aux acariens, il faut le ménage à la maison doit être aéré, doit être fait parfaitement. Donc voilà un petit peu la prévention en termes d'asthme. Est-ce que vous pouvez nous parler des traitements aujourd'hui disponibles? Oui, effectivement. Aujourd'hui, je pense que depuis les années 80 jusqu'à présent, l'asthme a complètement changé. La morphologie de l'asthme a changé. Je me rappelle, on voyait des cas d'asthme très, très sévères. Aujourd'hui, c'est exceptionnel que j'en vois. Les techniques inhalatoires ont complètement métamorphosé
la vision et le pronostic de l'asthme. Avant, on utilisait des sirops, des injections, des suppositoires, beaucoup de produits. Et à partir des années 80, il y a eu une innovation, ça veut dire qu'on va traiter l'organe directement. Autant qu'on met un collier pour les yeux quand on a une conjonctivite, un collier pour les oreilles quand on a une otite, d'accord, on va donner un traitement directement dans le poumon lorsque c'est le poumon qui souffre. Et donc, on utilise l'aérosol. L'aérosol que les gens appellent, vous allez m'excuser, je parlerai en arabe, c'est raboz. Les gens appréhendent ce terme, appréhendent cet outil. Or non, c'est un outil qui est à des doses médicamenteuses plus faibles que les médicaments qu'on ingère. C'est les mêmes médicaments qu'on prend par voie orale ou par voie injectable. C'est les mêmes. Sauf que c'est des doses beaucoup plus petites, parfois divisées par 1000. C'est des doses qui vont aller juste dans le poumon, là où ils sont censés être efficaces et nulle part ailleurs, donc pas d'effet secondaire, et donc est encore plus efficace. Sauf que psychologiquement, il y a beaucoup d'appréhension de ce produit, de moins en moins, certainement. Aujourd'hui, on l'accepte de mieux en mieux. Ceci dit que ces techniques-là sont deux traitements qui sont la thérapie inhalatoire, ça veut dire on va inhaler un produit. Il y a deux grandes familles. La famille des bronchodilatateurs, c'est ceux qui ouvrent les bronches. C'est un médicament pour l'urgence. Quand on est malade, quand on tousse, quand on siffle, quand on est gêné, on doit le prendre. Ça, c'est pour la crise. C'est ça. La crise, on l'appelle l'exacerbation aux crises. Donc, quand on est en crise, on le prend. Quand on a des symptômes, on le prend, en fait. Quel que soit. Que ce soit de la toux, de la gêne, du sifflement, on le prend. Il y a d'autres médicaments qu'on appelle les traitements de fond. Les traitements de fond sont en général à base de corticoïdes inhalés. Mais ce n'est pas les mêmes corticoïdes qu'on ingère parce qu'ils n'ont pas d'effet secondaire, pratiquement pas. Ces corticoïdes doivent être pris tous les jours pour pouvoir permettre deux choses fondamentales. D'une part, la réduction des symptômes. Le malade va être de moins en moins malade. Il peut parfaitement voir disparaître tous ses symptômes. Mais encore mieux, je le dis encore une troisième fois, parce que c'est ça le plus important. Oui. Il aide à la croissance pulmonaire. Parce que je ne traite pas aujourd'hui, je prépare l'adulte de demain. Et ce traitement me permet donc de préparer le poumon à ses futures fonctions d'adulte. Ça veut dire que je vais faire grandir le poumon de façon harmonieuse avec le corps de cet enfant-là. C'est-à-dire que j'aurai un adulte, voilà, j'aurai à avoir un adulte. L'adulte aussi. Qui développe l'asthme à un âge avancé. Effectivement. Est-ce que c'est tout aussi efficace? Il va retarder le vieillissement du poumon. Et il va arrêter et réduire les symptômes. Donc, dans tous les cas, c'est un traitement très bénéfique qui agit sur deux choses, sur le symptôme et sur la croissance et le vieillissement. Donc, il accélère la croissance, il l'aide, il ralentit le vieillissement et il abolit les symptômes. Donc, et ils n'ont pas d'effet secondaire. Ça, c'est les deux grandes classes de médicaments. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont nouveaux, ce qu'on appelle les biothérapies, mais bon, c'est des médicaments qui sont pour des cas compliqués. Bon, je préfère ne pas en parler parce qu'ils ne sont même pas encore disponibles au Maroc. Ils viendront dans le futur. C'est les autres générations qui les utiliseront. Mais c'est ça le plus important, c'est le corticoïde inhalatoire. Et voilà, justement, c'est sur ce point que je veux vous reprendre. Et il est important de préciser que le traitement symptomatique, mais également le traitement de fond sont importants. Ils doivent être combinés parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'asthmatiques qui finissent par oublier, on va dire, on mettre de côté ce traitement de fond et continuent à utiliser simplement ce traitement, on va dire, inhalatoire, symptomatique. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a pas de, comment dire, perspective d'amélioration réelle par rapport à la condition du patient. Il faut le préciser. Au contraire, ça peut même aggraver. Merci pour m'avoir rappelé là-dessus. Ça peut même aggraver le poumon lorsqu'on utilise. Parce qu'en fait, on va dire les aérosols bleus, ceux qui sont pour le symptôme, qui réduisent l'inflammation, et les autres colorés en orange, marron, violet, jaune et plusieurs couleurs. Le patient, quand il prend l'aérosol bleu, il sent que ses bronches sont dilatées. Il le sent bien, donc il l'aime. L'autre, il ne lui donne aucune sensation. C'est un truc de fond. C'est un truc sur des durées, des semaines et des semaines pour qu'il s'aperçoive de ça. Donc, il choisit celui qui lui donne cette impression de plénitude immédiate. Mais c'est un médicament uniquement pour l'urgence. Mais le vrai traitement, c'est le traitement de fond qu'il ne faut pas oublier. Je voudrais insister sur les aérosols parce que les aérosols sont en général, c'est des médicaments. Mais en plus de médicaments, il y a des gaz à l'intérieur. Il y a des gaz qui ne sont pas nocifs, qui sont même bénéfiques. D'accord ? Et ils sont comme de l'huile et de l'eau. Ils ne sont pas miscibles.
Un aérosol, il faut toujours, si tu appuies, tu vas faire sortir du gaz. Mais si pour mélanger le médicament au gaz, il faut toujours secouer le flacon, ce que beaucoup de gens oublient. Donc on doit bien secouer le flacon pour Avant pouvoir utilisation. bénéficier du médicament, effectivement. Tout à fait. Donc, on arrive déjà au terme de cet entretien. Mais avant de finir, on va revenir sur ce point dont on parlait en début d'émission, qui est le sport. Tout à l'heure, vous disiez que parfois, les facteurs aggravants pouvaient être l'effort, mais cela ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas faire de sport. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi une personne asthmatique doit quand même rester active physiquement? Effectivement. Je me rappelle que dans le temps, on disait aux enfants, et moi-même j'avais fait beaucoup de recommandations quant à ne pas pratiquer le sport. Et on a vu qu'on volait aux enfants leur enfance. On les privait de leur jeunesse. Et on a vu même que parfois, on en faisait des enfants exclus par rapport à leur communauté et des enfants complexés psychologiquement dans le futur. Donc aujourd'hui, pas moi tout seul, mais tous les pneumologues pédiatres, aujourd'hui, tous les pneumologues pédiatres recommandent le sport. Et on dit qu'il faudrait qu'on traite suffisamment bien mon asthmatique, de le mettre au pied d'égalité des autres personnes pour pratiquer avec eux le sport. Donc en fait, la pratique du sport est pour nous aujourd'hui une réussite du traitement. Ça veut dire qu'il est suffisamment bien traité, qu'il peut lui aussi pratiquer du sport. Le sport aujourd'hui, les médicaments de l'asthme sont autorisés comme substance pour les sports de haut niveau. Plusieurs médaillés olympiques sont de grands asthmatiques. Donc, il n'y a aucun souci à pratiquer le sport et j'encourage aux gens de pratiquer le sport. Absolument. Donc, il faut être pris en charge et une bonne prise en charge, comme vous l'avez dit, à temps. Et cela permettra à toute personne qui a contracté l'asthme. Toute personne qui a contracté donc, cette maladie chronique peut vivre normalement. Et il y a des moyens. Il y a des moyens aujourd'hui. Il y a des associations scientifiques, des associations sociales qui font des programmes d'éducation, mais aussi des programmes sociaux dans ce domaine-là. Donc, il y en a plusieurs ici à Rabat, dont je suis moi-même membre, grâce à des amis qui les dirigent. Mais je pense qu'il y a toute une présence. Il suffit que les gens adhèrent à ce que se propose aujourd'hui par ces associations. Et également, je souhaite qu'un jour, qu'il y ait un vrai programme de lutte et de prise en charge de l'asthme dans notre pays. Il n'existe pas un programme officiel au niveau du système de soins, mais j'espère qu'un jour, il verra le jour. On espère aussi. Avec tous les chantiers de la santé qui sont mis en place aujourd'hui, il doit certainement être en cours de préparation. Ils en sont parfaitement bien capables. Absolument. Merci à vous, Monsieur Amin Hassani. On arrive déjà au terme de cet entretien qui passe très vite. Avant de finir, quand même, on rappelle aux téléspectateurs que c'est une journée de sensibilisation, qu'une personne asthmatique peut vivre tout à fait normalement, n'est-ce pas, professeur? Effectivement. Il faut faire attention aux allergènes et aussi aux allergènes qui sont présents à la maison et pas seulement à l'extérieur. Donc, il y a une pollution intérieure et extérieure. Et celle qui est intérieure, on peut en tout cas travailler là-dessus et vivre dans un environnement sain. Merci à vous, Monsieur Amin Hassani. Vous êtes professeur de pédiatrie et de pneumoallergologie pédiatrique. Vous êtes également directeur du diplôme national de pneumoallergologie pédiatrique. C'était un plaisir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.